Je vous propose que l'on commence. Je vois plus de collègues qui arrivent. Bonjour à toutes et tous, chers élus, chers collègues. Je suis ravi de vous retrouver pour cet atelier que nous avons intitulé « Collecte des biodéchets, démêler le vrai et le faux dans les obligations légales ». Donc moi, je suis Nicolas Soré, je suis le maire de Joigny, une ville de l'Yonne, président de la communauté de communes du Jovinien et par ailleurs président du syndicat des déchets du centre Yonne. Je suis censé être accompagné par notre collègue Jean-François Vigier, maire de Bure-sur-Yvette, qui est là. Voilà. Incroyable. Une entrée d'artiste qui était en tribune jusqu'à il y a encore quelques secondes. Bienvenue Jean-François. Et puis de plusieurs intervenants qui vont se présenter au fur et à mesure de leur prise de parole. Cet atelier a été construit en 2 temps. Un premier temps, une première table ronde sur la collecte des biodéchets et puis une deuxième table ronde sur la valorisation des biodéchets collectés. Donc peut-être qu'avant de commencer cette première table ronde, il est nécessaire de rappeler ce que dit la loi et ce que ne dit pas la loi. On rappellera que l'article 541-21-1 du Code de l'environnement prévoit que tous les producteurs et détenteurs de biodéchets doivent les trier à la source en vue de leur valorisation. Cette obligation s'applique également au service public de gestion des déchets. J'imagine que vous êtes nombreuses à le représenter aujourd'hui, ce service public de gestion des déchets, à partir du 1er janvier prochain, 1er janvier 24. C'est tout ce que dit la loi, le code. En l'occurrence, cette obligation n'impose pas de modalités particulières afin de mettre en place la collecte et la valorisation des biodéchets, que ce soit du compostage de proximité, de la collecte en apport volontaire, de la collecte en porte-à-porte, du compostage industriel, de la méthanisation. Il y a plein de solutions qui vont être balayées ce matin. Et puis, l'enjeu de notre réunion, c'est précisément de faire le tour des possibilités pour mettre en œuvre cette obligation. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Jean-François ? Merci. Désolé pour mon presque retard, mais je viens de la table ronde transition écologique avec le ministre Béchu où j'intervenais. Je suis très heureux, bien entendu, de co-présider avec toi cette table ronde sur ce sujet, puisqu'il se trouve que, président moi-même d'un syndicat de déchets en Essonne, le SIOM de la vallée de Chevreuse, nous avons déployé la collecte des biodéchets en porte-à-porte depuis avril 2022. Et donc on a un retour d'expérience sur ce déploiement qui s'est fait concomitamment à la baisse de fréquence de collecte des OM sur notre territoire et qui s'est fait dans le cadre d'un appel d'offres pour traiter évidemment ces biodéchets, ce qui soulève d'autres questions, mais je serai prêt à revenir sur ce point bien entendu en cours de débat. Très bien. Eh bien, je vous propose qu'on commence avec la première partie, donc collecter les biodéchets. Donc nous étions censés avoir 3 intervenants, mais on va avoir une petite pensée pour notre collègue Brigitte Passeboc, maire de Saint-Étienne-au-Mont, dans le Pas-de-Calais, qui a dû annuler sa participation pour les raisons d'inondation que vous imaginez. Et on a une pensée amicale pour elle. Nous avons donc 2 intervenantes pour cette table ronde. Donc Cécile Gauteland, déléguée générale du réseau Compost Plus, et puis Odile Bégor, maire, vice-présidente de la communauté de communes du bassin de Pompey, dans le 54. Vous aurez l'occasion de vous présenter. On va commencer par vous, Cécile, si vous voulez bien. Donc, alors voilà, super, un micro. Je vous laisserai vous présenter, et puis... d'emblée, on va peut-être pouvoir s'asseoir aussi, voilà, si ça va bien à tout le monde. À partir de votre expérience, est-ce que vous pouvez essayer d'indiquer à la salle les modes de collecte choisis et les difficultés qui sont rencontrées par les collectivités qui mettent en place des dispositifs de compostage, mais peut-être avant, nous dire qui vous représentez. Oui, bien sûr. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Cécile Gauteland, déléguée générale du réseau Compost Plus. Ce réseau, c'est un réseau national d'échange qui rassemble des élus et des techniciens qui sont engagés
depuis un certain nombre d'années maintenant dans le tri à la source des biodéchets. Ce réseau, il est né au départ de 5 collectivités qui étaient assez pionnières dans le tri à la source des biodéchets. 5 collectivités qui, dès 2006, se rassemblaient, et en 2011, elles ont souhaité se structurer en association pour porter plus largement les enjeux du tri à la source des biodéchets. Aujourd'hui, en 2023, on compte 60 collectivités membres du réseau Compost Plus. Ces collectivités, elles sont très variées. Il y a des communautés de communes, des agglomérations, des métropoles, de régions. Et elles sont variées aussi de par leur avancement dans le tri à la source des biodéchets. Avancement parce que certaines sont très avancées. Elles ont été pionnières en 2006, donc elles ont eu le temps d'essuyer les plâtres et de même rebondir, d'adapter leur système de collecte. Et d'autres beaucoup plus récentes qui rejoignent le réseau pour profiter du partage d'expériences des anciennes collectivités membres. Voilà, le réseau, il a réalisé plusieurs réalisations, un guide qui accompagne les collectivités dans la collecte qui est un petit peu à mettre à jour, mais ceci dit qui peut se consulter sur notre site internet encore, et il recense un bon nombre de conseils. On pourra les aborder lors de cette table ronde. Et également un label, le label ASCA, qui est un référentiel qualité pour un compost de meilleure qualité. Voilà pour ce qui est de la présentation du réseau. Alors, à partir de l'expérience des collectivités qui adhèrent à votre réseau, quel retour on peut faire? Alors, le retour, c'est qu'il n'y a pas une solution unique à mettre en œuvre. Il y a une complémentarité des solutions. On les distingue en général sur 2 catégories de solutions. On a d'une part la gestion de proximité, avec du compostage individuel, du compostage de quartier. Et on a d'autre part la collecte sélective avec ce qu'on appelle le porte-à-porte, où vous avez vos bacs de biodéchets en bas de chez vous, comme vous avez le bac d'ordures ménagères résiduelles gris, ou en point d'apport dit volontaire. On soulignera l'aspect volontaire qui n'est pas toujours volontaire de la part des citoyens, mais en tout cas c'est des points d'apport collectifs qui sont mis en place, ou aussi appelés bornes à compost. J'ai vu récemment pour la métropole de Lyon qu'elle appelait ça bornes à compost. Donc voilà, 2 grandes catégories de solutions. Et ces solutions ne sont pas antinomiques et ne s'opposent pas. Elles sont vraiment complémentaires. Et en fonction de vos territoires, vous aurez besoin de déployer peut-être toutes ces sources de solutions. Alors et justement, est-ce qu'on voit une topologie de territoire? Est-ce qu'il y a des territoires les plus ruraux qui choisissent une solution, plus urbains qui choisissent une autre, ou pas vraiment? Non, on ne voit pas vraiment de catégorisation en fonction des territoires. C'est vraiment adapté en fonction des citoyens. Et je pense qu'on aura aussi le témoignage de Madame Begormer. Mais vous allez avoir en milieu rural, on a beaucoup d'idées reçues sur le fait qu'en milieu rural, le compostage individuel est déjà ancré dans les habitudes. Il y a plusieurs collectivités membres ici, peut-être que je ne les ai pas vues arriver, mais en tout cas qui ont fait des études sociologiques et qui ont montré que c'était un préjugé, qu'en fait ce geste de tri à la source des biodéchets n'était pas toujours fait en milieu rural et qu'il fallait justement le déployer, ou peut-être que ce n'était pas celui-ci qui était adapté au territoire et qu'il fallait mettre en place du compostage, enfin de la collecte en porte-à-porte ou en point d'apport collectif. Donc il faut vraiment adapter en fonction de ces typologies de public et de personnes. Et alors, quel que soit le moyen qui ait été choisi, est-ce que vous auriez des conseils, 3 facteurs clés de succès à donner aux élus qui sont ici pour que ça se passe bien, cette collecte à la source, ce tri à la source des biodéchets? Oui, je pense que avant tout, justement, si vous êtes ici, c'est que vous connaissez parfaitement vos territoires et que vous connaissez vos enjeux. Pour que ça se passe bien, il faut justement communiquer sur vos enjeux. Peut-être que vous avez des enjeux énergétiques et du coup communiquer sur le fait que vos biodéchets, les biodéchets de vos citoyens vont être utilisés pour de la valorisation énergétique, ou alors au contraire vous avez un territoire rural et ces biodéchets vont alimenter des plateformes de compostage, compost qui sera produit et qui pourra retourner aux agriculteurs locaux. Donc c'est en fonction des spécificités de vos territoires vraiment que vous allez communiquer dessus et embarquer les citoyens sur ce projet-là. La communication est très importante à la fois en amont du projet, pendant le déploiement des solutions de tri et également après. Si on le voit, on l'a vu dans les retours d'expérience des collectivités qui ont adhéré au réseau, certaines ont manqué la communication en amont et se sont dit ça y est, on a tout mis en place, on peut communiquer. C'est un peu tard, ça marche pas bien, vraiment. Donc le penser en amont, penser globalement le projet et ne pas hésiter sur à quoi ça sert. Enfin, concrètement, les citoyens ont besoin de savoir. Je confirme cette notion de communication en amont, et le choix que nous avons fait dans mon syndicat, c'est de porter en régie la mise à disposition des bacs et des bioseaux.
ce qui nous a permis d'avoir un contact direct avec nos concitoyens pendant toute la durée de la mise en place du dispositif. Alors je me tourne vers Odile Bégormer. Alors je suis content de retrouver parce que c'est ma complice pour le combat que nous avons mené contre la fausse consigne sur les bouteilles plastiques depuis plusieurs mois. Je suis très heureux de te retrouver, Odile. Mais comme tu es sur un territoire très actif, tu es toi-même très dynamique, tu as mis en place donc la collecte et la valorisation des déchets organiques. Dans quelles conditions? Comment avez-vous procédé? Bonjour à toutes et tous. Bonjour Nicolas, bonjour Jean-François. Alors en fait, c'est dès 1996 que l'idée en fait du biodéchet est arrivée dans la tête de mes prédécesseurs. Le vice-président qui avait la mission en fait autour des déchets était issu du monde agricole, et pour lui c'était une aberration de se dire qu'il allait mettre en enfouissement ou en incinérateur des choses qui sont composées principalement d'eau. Et donc ça lui rapidement en fait il a lancé une étude. Et dès 1999, on a fait de la collecte en porte-à-porte, donc des biodéchets, et assorti en fait d'une composterie intercommunale. Le bassin de Pompey, donc est au nord de Nancy, c'est 40 000 habitants, un petit peu plus de 40 000 habitants. On a 22% en fait d'habitants qui sont de l'habitat collectif dense, puisqu'on a 2 quartiers prioritaires de la ville. C'est une communauté de communes en fait que vous connaissez tous, parce qu'en fait les boulons de la Tour Eiffel sont sortis en fait de ce territoire, et donc c'est un territoire avec une base industrielle forte, puisqu'il y a plus de 120 entreprises, on a plus de 1000 artisans commerçants sur le territoire, et on cherche effectivement depuis le début à proposer un geste le plus large possible. Et les biodéchets en faisaient partie, d'où cette mise en place en fait très tôt de cette collecte de biodéchets. Vous dire qu'évidemment, on a débuté en fait par une collecte en porte-à-porte. Il y a au cœur de nos villes, de nos villages, des endroits où c'était moins simple en fait d'apporter des conteneurs, puisque nos trottoirs ne sont pas tout à fait faits en fait, pour avoir uniquement des rangées de conteneurs. Donc depuis 10 ans, on se réinterroge de savoir comment à un moment donné on va venir compléter l'offre pour un certain nombre de lieux sur nos communes. Et donc on a débuté en fait par des appels à projets pour avoir du compostage collectif. Donc on a des endroits où il y a des quartiers avec un certain nombre d'habitants qui s'y mettent, puisque ça ne peut fonctionner que si véritablement ça perdure dans le temps. Et puis dernièrement, depuis 2 ans, en fait, on a proposé en fait des points d'apport volontaires véritablement inscrits dans les quartiers, trouver les bons lieux pour permettre en fait à chacun. Et donc en 2024, on a 100% de nos habitants et de nos commerçants artisans, et nous y tenons dans la mesure où ça fait partie aussi de la vision qu'on peut avoir. Un artisan et un commerçant, c'est d'abord un petit producteur, donc c'est comme un habitant, et donc on continue en fait à lui proposer ce service à l'identique d'un habitant. Quel conseil donnerais-tu à des collectivités qui doivent maintenant déployer ce service? Qu'est-ce que tu leur dirais? Comment orienter leurs actions? La communication, on en a parlé, l'information, la prévention, c'est des mots en fait un peu valises, où on ne fait pas d'ailleurs tous la différence entre les trois. Et c'est surtout en fait dans une vision globale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, on ne vient pas informer, communiquer sur le biodéchet, on vient informer, communiquer sur le geste de tri. Et dans le geste de tri, il y a les emballages, il y a le biodéchet et il y a la déchetterie. C'est un ensemble de choses, c'est pas une unique chose. Et il faut véritablement en fait continuer à axer sur le fait que c'est simple de trier.
lorsque on a pris l'habitude d'avoir ces 3 contenants dans sa cuisine, après on a la possibilité, si on a un point d'apport volontaire, d'apporter son bioseau au bon endroit, en même temps qu'on apporte ses emballages, ou qu'on apporte le reste du résiduel. Et dans le reste du résiduel, j'enlève forcément toujours la même chose, les couches, hein, d'accord? On enlève les couches pour l'instant. Mais une fois que vous avez enlevé ça, je vous assure qu'on peut jouer à ce qui reste dans la poubelle des ordures ménagères résiduelles. C'est vraiment pour moi, et c'est une communication permanente. Sur mon territoire aujourd'hui, je vous le disais, 1996, mise en place 1999, lorsque vous avez une population qui est mobile, puisqu'on habite dans un endroit, on travaille dans un autre, on va en vacances dans un autre, c'est super dur en fait. C'est super dur parce qu'à chaque fois que vous dites « non mais tout ce qui sort de votre cuisine, vous pouvez le mettre dans le bac vert qu'on vous a donné ». Oui, mais mon cousin qui habite ailleurs, il a dit que non. Oui, non mais chez vous, oui. Aujourd'hui, on a une chance extraordinaire. Le 1er janvier 2024, on a enfin tous la possibilité de tenir le même discours. Qu'on soit en vacances, qu'on soit sur son lieu de travail, qu'on soit chez soi, on va pouvoir enfin tenir le même discours. La peau de banane qu'on mange au boulot, pas de problème, il y aura du biodéchet qui doit être installé dans chaque entreprise. Quand on est chez soi, on a un emballage, c'est le bac jaune, le sac transparent, les contenants qu'on vous a proposés. En tout cas, il y aura plus. Pour moi, c'est vraiment primordial de ne pas vouloir uniquement en fait appuyer sur une toute petite partie, mais bien sur l'ensemble de la politique publique qu'on a. Avant de faire circuler les questions, j'ai entendu tout à l'heure que dans ton propos, tu as été très insistante sur le choix des lieux, notamment pour les points d'apport volontaires. Moi, l'expérience que j'ai dans ma petite ville, où j'ai déployé aussi des points de collecte en apport volontaire, c'est que 9 sur 10 avaient été bien choisis. Il y en a un qui manifestement ne l'avait pas été. Vous entendez parler du pays quand même, quand évidemment c'est là que les gens découvrent ils n'ont jamais vu autant de mouches dans leur cuisine, ils ont vu passer un rat, voilà, et puis franchement, monsieur le maire, les odeurs, c'est pas sympa. Bon. Donc j'imagine que ça, c'est le genre de témoignage qu'on a à peu près tous. Dans les facteurs clés de succès, il semble quand même, mais tu as une expérience beaucoup plus longue que nombre d'entre nous, le choix des lieux pour les points d'apport, c'est assez décisif quand même. Le choix d'apport, il est décisif dans la mesure où à un moment donné, on doit, surtout quand on fait de l'apport volontaire, on doit être sur le chemin classique des gens. On le voit avec le verre. On a tous déployé nos bornes à verre dans des endroits où elles n'étaient pas forcément visibles. Et il a fallu qu'on en rajoute. Et on en a rajouté. Et c'est comme ça qu'on arrive aujourd'hui à avoir des niveaux de récupération du verre à des niveaux intéressants. C'est la même chose en fait pour le biodéchet. Si vous demandez à quelqu'un de se trimballer avec son bioseau alors qu'il va qu'il emmène les enfants à l'école et qu'en définitive il a le bioseau devant l'école parce que en fait il sait pas où le mettre, il y a peu de chances que ça fonctionne. Alors que si en définitive il descend de chez lui et que il fait un tout petit détour de quelques mètres pour aller mettre son bioseau, il n'y a plus de problème. Et si on rentre un tout petit peu dans le détail, qui gère au quotidien ces sites d'apport volontaire de biodéchets? Comment ça se passe chez toi? Alors chez nous, on a la particularité, on a été choisi par l'ADEME pour pour mettre en place au 1er janvier 2023 ce qu'on appelle un marché à performance. Donc on a fait le choix dans ce marché à performance de déléguer totalement en fait à notre collecteur en lien avec des associations en économie sociale et solidaire. Le fait de véritablement, sous notre couvert, je veux dire, c'est pas parce qu'on leur délègue tout qu'on n'est pas tous les jours avec eux au téléphone pour leur dire les choses. Je tiens à le préciser parce que de temps en temps on a le sentiment. Et donc aujourd'hui, en fait, il y a des équipes de prévention qui viennent à la fois discuter avec les gens. Passer juste pour voir si dans les points d'apport volontaire il y a autre chose. Et sincèrement, c'est des idées reçues que de dire que les gens ne savent pas faire la différence. N'ayez pas peur de ça.
Ils savent parfaitement faire la différence. Vous allez être extrêmement étonné si vous le mettez en place de la qualité de ce que vous allez trouver en fait dans vos poubelles de biodéchets en point d'apport volontaire, contrairement en fait à la petite musique en fait qui veut dire bon non, on va retrouver tout et n'importe quoi. Lorsqu'on a lancé, on est un territoire aussi où on a une tarification incitative en TOM qu'on a lancé en 2015. On avait fait un panorama en fait de nos zones problématiques. J'en ai 10 sur mon territoire. Malheureusement, j'en ai encore 10 aujourd'hui. C'est les mêmes. C'est les mêmes. On a une police intercommunale. Et donc, on ouvre les sacs et on met des procès-verbaux. J'ai un tiers des sacs ouverts. Ce sont des gens qui n'habitent pas mon territoire. Un tiers. Donc, il faut aussi enlever en fait, le fait que les gens de notre territoire, on les connaît, etc. Ils n'ont pas forcément envie de se retrouver avec le procès-verbal pour aller dire à monsieur le maire en fait, c'est exceptionnel, hein, parce que c'est toujours exceptionnel, en fait. C'est les 2 minutes sur un trottoir, tout ça, c'est toujours exceptionnel. Donc, on a besoin véritablement de s'enlever un certain nombre en fait, d'idées reçues. De la même façon, nous aujourd'hui, la composterie intercommunale, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte le fait qu'on puisse mettre plus de choses que dans un composteur individuel. Dans un composteur individuel, vous avez du mal à mettre tout ce qui est carnet cuit. Nous, ça pose pas de problème. Et on va jusqu'au sopalin ou au mouchoir en papier qui, évidemment, ne sont pas imbibés de Donc, produits très concrètement, particuliers. les gens apportent leurs biodéchets sur des lieux qui sont transportés dans la composterie. Oui. D'accord, c'est ça. Donc, ce n'est pas du compost in situ. C'est une autre solution qui peut être utilisée. Peut-être un petit mot sur là-dessus. C'est les collectivités de votre réseau. Elles font ça globalement dont vous êtes, c'est ça? J'ai compris. Font ça en direct. On a entendu l'économie sociale et solidaire, les associations. C'est une solution qui est aussi souvent utilisée, ce genre de partenariat. Oui, il y a d'autres représentants ici dans la salle qui parleraient mieux que moi. Il y a notamment le réseau Compost Citoyen, acteur important sur la gestion de proximité. Sur ce volet de gestion de proximité, en effet, il y a vraiment une panoplie d'acteurs. Vous allez retrouver le réseau Compost In Situ, les alchimistes. Enfin, vraiment, sur vos territoires, il y a forcément des acteurs locaux qui vont vous venir en appui pour mettre en place ces solutions-là, qui seront complémentaires au point d'apport volontaire ou à la collecte en porte-à-porte. Il faut aller les mobiliser. Oui, peuvent être ils sont vraiment disponibles, il faut y aller. Hein. Dans ma ville, j'ai une association qui s'appelle Au Joyeux Compost. J'ai cru que c'était une blague au début quand ils sont venus se présenter à moi, mais ils sont hyper efficaces et surtout hyper utiles et joyeux, par ailleurs, au déploiement de cette politique publique. Alors, on a un rôle un peu ingrat avec Jean Vosa, il faut faire respecter les horaires. Donc, le temps est venu des questions à l'issue de ce premier temps sur la collecte. Et je ne doute pas qu'il y en ait. Alors, je vois des mains. Super, il y a un micro qui circule. Vous présentez? Oui, bonjour, Philippe Landuré, je suis maire de Quévert dans les Côtes-d'Armor et vice-président à Dinan Agglomération sur la prospective et la transition écologique. J'ai une question, alors c'est une question légale justement, c'est un des thèmes de l'atelier. À partir du moment où on va sur du compostage, on va dire on collecte le compost les déchets et on les transforme en compost, est-ce que du coup on ne rentre pas dans une compétence de traitement des déchets et est-ce qu'il y a des obstacles légaux à le faire y compris simplement à l'échelle communale? Théorie non, je ne crois pas. Ouais. Mais si on a un doute sur un plan légal, on donne immédiatement la parole à Sylviane Oberley qui a réponse à tout dès qu'il s'agit du droit des déchets. Voilà, vous la connaissez. Sylviane travaille à l'AMF, notamment sur cette question des déchets. Bon, la politesse veut que vous préveniez votre interco tout de même. Ça se fait. Tant que vous restez sur votre territoire, que c'est une solution au plus près du citoyen, de l'usager, je ne vois pas ce qu'il y aurait comme difficulté en tant que telle. Donc, c'est quoi exactement votre solution? Vous faites quoi? Actuellement, sur le territoire, on n'est pas dans le traitement des biodéchets. Donc, c'est la loi qui va s'appliquer à nous. Et je pressens une difficulté à partir du moment où on bascule sur du compostage qui s'industrialiserait ou qui se ferait à une échelle un peu plus grande.
Alors, vous ne pouvez pas le faire, ça c'est clair. Un compostage, j'ai mieux compris votre question. Un compostage industriel, non, parce que ça c'est une compétence de votre syndicat ou de votre interco. Alors après, il y a toujours des accords qui sont possibles. Mais dans ce cas-là, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il faut que vous preniez contact avec votre interco, que vous voyez ensemble, éventuellement si c'est que sur votre commune. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites, mais il faut d'abord prendre contact avec l'interco qui, elle, a la compétence en tant que telle. Si vous voulez développer du compostage individuel chez vos particuliers, enfin chez vos habitants, là aussi, il vaut mieux prévenir l'interco parce que vous avez un effet de détournement tout de même en principe des biodéchets. Et elle va se demander où sont passés les tonnages. Mais a priori, vous pouvez le faire parce que c'est une solution qui n'est pas une solution de collecte, mais une solution de prévention des déchets dans la mesure où vous empêchez, si je puis dire, vos habitants de les mettre à la collecte. Voilà, donc sur un plan de droit, on est plutôt sur la catégorie prévention. Alors j'ai vu des mains se lever, il faut que je fasse attention, peut-être derrière aussi. Alors, là-bas, oui. Oui, Patrice Suarez, maire de Pauillac dans le Gers et président du CIDEL, qui est un syndicat donc, de collecte des déchets ménagers. Cette obligation de trier les biodéchets tombe à point nommé pour nous, puisque notre SICTOM doit passer en tarification incitative en 2025. Et d'après les études que nous avons faites, nous avons une étude Modecom qui analyse nos poubelles, nous avons sur le territoire 35% de ce qui part à l'enfouissement qui sont des biodéchets. Là, on est tous d'accord pour vraiment approuver cette loi. Je rejoins Madame Bottelin quand elle dit qu'il n'y a pas qu'une solution. Il y a des solutions adaptées au territoire. Nous avons un territoire très rural, donc notre politique, disons, pour réduire, pour les biodéchets, pour les traiter, c'est de les faire déplacer le moins possible. C'est pour ça que nous avons opté pour la solution du compostage individuel, compost individuel. Bon, comme c'est rural, ben, nous équipons toutes les maisons de composteurs. Et quand même dans les zones urbaines, des composteurs collectifs assez denses, avec un travail d'animation de mon syndicat considérable. Nous avons un maître composteur qui suit l'installation de toutes ces choses-là. Voilà, donc ma crainte, bon, ce n'est pas une question mais c'est une crainte, est-ce que, parce que là nous on se repose vraiment sur le civisme des gens pour le compost à domicile, c'est-à-dire éviter que ces biodéchets partent du domicile ou bien de l'environnement immédiat. Est-ce que c'est suffisant pour arriver à traiter les biodéchets? Alors, est-ce que l'une de vous deux veut répondre? Odile. En fait, c'est le temps qui va vous le dire. Ça tombe bien puisque de plus en plus, en fait, on est en train de nous expliquer que bientôt, il va falloir qu'on caractérise beaucoup nos poubelles de résiduels. Donc, en fait, c'est le temps qui va nous le dire. Si je prends notre cas, on a, c'est bien parce qu'en fait, on propose à différents moments, dans le temps, en fait, un certain nombre de choses où on a vu des vraies baisses et des vraies augmentations en fait des biodéchets parce que on reprend la communication différemment, parce que on réinsiste beaucoup sur ce geste de tri simple. Dès qu'on est dans une vision d'habitude, c'est souvent les mauvaises habitudes en fait qui reprennent le pli des bonnes. Donc, quand je disais tout à l'heure que c'est tout le temps, c'est pas juste pour se donner le plaisir de rencontrer nos gens parce que l'avantage avec les déchets, c'est qu'au moins vous êtes sûr d'avoir des salles remplies. Hein. Enfin, je veux dire, sur d'autres thèmes, c'est un peu light, mais alors là, sur les déchets, en règle générale, vous mettez un truc, c'est bon. Hein.
On est au top du top. Certains de nos collègues même nous envient en fait de traiter des déchets à la fin du mandat, hein, parce qu'on est connu comme Monsieur, Madame Poubelle, tout ça, etc. Donc faut en permanence en fait, et puis réexpliquer en permanence. Puis pour les plus récalcitrants, en règle générale, il y a un truc qui commence à bien fonctionner, c'est le coût. Aujourd'hui, en fait, mes services en fait m'ont posé de l'ordure ménagère résiduelle, hors collecte, je suis à plus de 50 €. Dans le traitement en fait de mes biodéchets, je suis à 18. Donc, si les gens veulent continuer en fait à mettre leurs épluchures d'un concombre à 50 €, va falloir à un moment donné qu'ils acceptent de payer. Voilà, va falloir à un moment. Et je pense qu'on a été trop souvent, on n'a pas voulu en fait dire les vrais prix. Mais il va falloir qu'on dise les vrais prix. Juste peut-être pour compléter aussi sur vos craintes, hier j'étais avec le SMICTOM de la zone sous-vosgienne qui, comme vous, en milieu rural, a distribué donc, des composteurs aux maisons individuelles. Ce qui marche en tout cas chez eux depuis le temps qu'ils ont distribué ces composteurs pour pas qu'il y ait une déshabitude de ce geste de tri, c'est de continuer des ateliers d'animation. Vous avez parlé de maître composteur, il faut vraiment investir sur l'animation sur vos territoires sur le long terme. Et la communication aussi, ils ont mis en place des ateliers. Alors on parle des déchets alimentaires, mais on parle aussi pas suffisamment peut-être du gaspillage alimentaire. Et donc, eux ont mis en place des ateliers de cuisine avec les restes alimentaires pour justement toujours redynamiser leur territoire. Et ça a fait double effet, c'est-à-dire que ça a fait un effet sur le tri des déchets alimentaires, mais également sur l'animation de leur territoire, le lien social. Donc ils nous ont fait part de cette expérience qui était plutôt positive. Voilà, donc comme souvent, en conclusion sur cette question des déchets, communiquer. Il faut toujours remettre le couvert pour faire de la pédagogie et rappeler quelles sont les règles. Moi, il y avait 10 ans que je distribuais des composteurs sur mon territoire très rural. J'avais fait les poules aussi. Ça marche aussi. En termes d'aspirateur à déchets, c'est pas mal du tout. Alors, une question ici. Bonjour, je suis Philippe Catelin, le vice-président du syndicat SMITED du département des Deux-Sèvres, mais aussi vice-président de la communauté de communes Melouan-Poitou. J'aimerais qu'on recaractérise les biodéchets parce qu'il y a les déchets alimentaires, c'est, je pense, ce à quoi on pense d'une manière générale, mais il y a aussi tout ce qui est déchets verts. Et dans les déchets verts, il y a les tonnes de pelouse, mais il y a aussi les tailles de haies. On met en place dans les collectivités des composteurs. Dans notre communauté de communes, les composteurs sont gratuits, justement, pour inciter tous ceux qui peuvent en mettre dans leur jardin. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Et on a quand même un certain nombre de petites villes qui sont très denses, dans lesquelles il n'est pas possible d'avoir un composteur, même un lombricomposteur dans la salle à manger. C'est pas très sympathique. Et donc, il va falloir mettre en place une collecte des biodéchets semi-collective. Quand on parle de biodéchets, moi, je me pose toujours la question de l'opercule du pot de yaourt qui tombe dans les biodéchets. Et selon l'utilisation qu'on veut faire des biodéchets, si on veut les méthaniser par exemple, ben cet opercule, c'est un problème parce qu'on va le retrouver dans les champs au moment où il va être transformé en digestat. Enfin, digestat, drôle de digestat d'ailleurs. Hein. Ça peut être, mais même en compost c'est pareil. En compost c'est pareil, on aura l'opercule qui va se retrouver dans les champs. D'où la nécessité, mais quelle est la qualité du tri? Alors j'entendais madame qui disait qu'à Pompée, le tri est très bien fait, mais je voudrais bien parier qu'il n'y a pas d'opercule de pot de yaourt ou autre chose d'équivalent. Voilà. Donc j'aimerais avoir quelques renseignements par rapport à ça. Alors, question importante, Morgane. Oui. Il y a deux aspects sur votre question. Donc on a parlé de la caractérisation du mot biodéchet. Donc en effet, derrière le biodéchet, là, j'ai plutôt souvent précisé déchets alimentaires, puisqu'on a parlé des points d'apport volontaires, du porte-à-porte, etc., donc pour les déchets de cuisine et de table. Mais en effet, les déchets verts sont aussi un sujet. On le voit pour les collectivités qui ont plus de 20 ans d'expérience, elles ont aussi commencé par des collectes de déchets verts, et elles sont face à cette difficulté-là, c'est qu'aujourd'hui on essaye de faire évoluer les comportements et de dire non mais aujourd'hui, vos déchets verts, c'est de l'apport en déchetterie. Vous avez peut-être un nombre de passages restreints en déchetterie, mais vous apportez vos déchets verts en déchetterie. Et je reviendrai là-dessus parce que toutes les collectivités ne font pas ça. Et par contre, on va collecter vos déchets alimentaires séparément.
Il y a ensuite des plateformes de compostage séparées, distinctes pour des déchets verts et des déchets alimentaires. Il y a des collectivités qui ont été encore plus loin, qui ont poussé en disant le déchet vert, c'est un déchet utile, qui peut être vraiment, surtout dans le contexte climatique qu'on connaît, qui peut servir de paillage pour vos sols, qui peut réalimenter vos sols, donc gardez-les dans vos jardins. Donc vous avez par exemple le SMICVAL qui est assez visionnaire et qui a interdit tout dépôt de tonte en déchetterie, mais par contre la collectivité, c'est aussi le cas hier me disait le SMICTOM de la zone sous-vosgienne, mettent à disposition des broyeurs de végétaux. Il y a plein de formats possibles, donc soit de la mise à disposition, soit de la vente à prix réduit, soit des prêts entre communalités. Donc vous avez ce traitement déchets verts qui peut se faire séparément. Et sur l'aspect des erreurs de tri, on est entre 2 et 5% d'erreurs de tri pour les déchets alimentaires. Alors évidemment, cette supercule que vous citez du pot de yaourt, c'est pas un plastique qui est biosourcé et biodégradable, hein, donc celui-ci va se retrouver à part. Et donc quand je vous invite à rejoindre le réseau et venir visiter des composteries parmi les membres qui font du traitement de biodéchets, ces composts-là sont à part, sont dans des reflux de clivage, mais par contre le compost à l'arrivée, celui qui est vraiment le plus propre possible, en effet, on ne retrouve plus ces éléments plastiques. Et justement, la loi vient se renforcer là-dessus. Je fais juste une petite parenthèse avec la sortie prochaine du socle commun qui vient renforcer les exigences sur justement qu'est-ce qu'on est prêt à accepter sur nos matières fertilisantes en général. Et donc, on va réduire le taux de plastique qui va être accepté à la fin. Donc nos process doivent aussi être poussés vers davantage de qualité. Mais rien ne remplace à la base le geste de tri. C'est lui qui va faire la différence. Et pour compléter, pour répondre à la question sur le compost et les biodéchets, il se trouve que nous, quand on a lancé la collecte, les refus qu'on a eus, c'était de la part de personnes qui avaient un composteur, qui ont dit non, nous on composte, on n'a pas besoin de participer à une collecte des biodéchets. Or, il y a quand même les déchets carnés à collecter. Alors, rien n'interdit de mettre les déchets carnés dans le composteur, mais la plupart des gens ne le font pas. Donc, on essaie de les encourager, ceux qui ont un composteur, de passer à la collecte des biodéchets. Nous, on pense aujourd'hui que sur le porte-à-porte dans les pavillons, on est à peu près à 10% des pavillons collectés sur la base du volontariat. Donc, pour reprendre ce que disait Odile, on n'a pratiquement pas d'erreur de tri. Comme c'est du volontariat, les gens le font extrêmement bien. Ce sera difficile de monter, à mon avis, au-delà de 15-20%. On va en parler un peu plus à la fin de l'année avec l'obligation légale. Donc, on va maintenant se tourner vers de l'apport volontaire, des points d'apport volontaire avec des partenariats dans les communes. Alors, on va peut-être passer à la question du traitement. Et juste pour préciser sur les erreurs de tri, c'est très important. J'ai beaucoup de retours des collectivités sur ce sujet. Je ne sais pas si Odile voulait compléter, mais les erreurs de tri, souvent, c'est en fonction du sac dans lequel sont mis ces biodéchets. Si les collectivités vous distribuez des sacs faits pour, ou des sacs craft ou des sacs biosourcés, ça réduit vraiment significativement les erreurs de tri. Par contre, dans les collectivités, on le voit sur un même syndicat, on va avoir des communautés de communes qui vont fournir leurs sacs aux usagers. Il y a peu d'erreurs de tri. Par contre, là où on ne fournit pas les sacs, on prend n'importe quel sac et c'est humain. Moi-même, j'ai expérimenté le sujet. On va prendre un sac, on a juste noté sur ce sac est fait en matériaux biosourcés. On n'a ni logo, ni information. Souvent, ce n'est pas le cas. Et c'est ces erreurs-là qui vont se retrouver dans les compostages et qui posent problème à l'heure actuelle. Donc vraiment, le matériel est important, celui que vous allez distribuer. Je voulais juste effectivement compléter par rapport à ces erreurs de tri. Évidemment qu'on en a aussi comme partout. Mais il ne faut pas utiliser en fait, ces erreurs de tri en fait, pour trouver l'échappatoire à ne pas faire. Parce que c'est souvent, en fait, on est tous un peu comme ça. Hein. On trouve le petit pourcentage en fait, qui va nous permettre plutôt d'être comment à se dire... il faut utiliser ces erreurs de tri pour continuer en fait, à aller en discussion avec les gens et pour les aider en fait, à mieux comprendre les tenants, les aboutissants. Mais globalement, on y arrive. Bien. Alors, on va passer à la partie traitement, puisque
mettre en place une collecte de biodéchets nécessite aussi de les traiter. Et là, je suis très heureux d'accueillir Guy Geoffroy, maire de Comble-la-Ville, et qui en plus préside Météor. Et Guy, est-ce que tu peux nous présenter les activités de Météor et puis la place de la méthanisation dans les projets des collectivités, avec ton expérience? Oui, merci. Et c'est très important, surtout quand on parle des biodéchets, de parler également, même si ça peut déranger les catégories qui sont faites, ce que nous prenons en charge, et avant de parler de Météor, je parlerai de mon syndicat, c'est-à-dire tout le fermentescible des déchets ménagers. Météor est une association qu'on a créée à l'initiative de mon syndicat il y a maintenant une quinzaine d'années. Et pourquoi est-ce que c'est mon syndicat qui en a pris l'initiative? Parce que lui-même avait, depuis 1960, il est assez ancien, avait une stratégie historique qui était celle du compostage des déchets, compostage qu'on pourrait qualifier aujourd'hui à l'ancienne, avec ce compost qui s'appelait déjà ainsi, même si aujourd'hui on n'oserait plus l'appeler ainsi, avec ces petits bouts de plastique bleu qu'on voyait, surtout dans les domaines viticoles, qu'il appréciait beaucoup parce que ça allait bien avec ce genre de culture. Et c'est en partant de notre stratégie de retour à la terre de la matière organique que lorsque nous avons fait notre étude dite d'adéquation à la fin du siècle dernier pour voir ce que nous devions faire dans une nouvelle génération de traitement, que nous avons opté pour la méthanisation avec un débouché compostage, sachant, et j'y viendrai, que la méthanisation n'a pas obligatoirement un débouché compostage, qu'elle peut avoir d'autres débouchés pour le digestat issu de la méthanisation. Et nous sommes justement partis sur cette idée d'un tri poussé au maximum dès le début, y compris par la collecte des déchets alimentaires en cuisine. On ne parlait pas encore de biodéchets, on parlait du déchet alimentaire avec le tri que j'ai connu dans mon propre pavillon, avec les 3 poubelles dans la cuisine. Et nous avons tenté donc de collecter un flux de déchets alimentaires qui permettrait de faire tourner un digesteur, sachant qu'un digesteur, pour tourner, puisque nous en avons 3, il faut à peu près 9, 10, 11 000 tonnes minimum, sinon il ne peut pas fonctionner. Le système ne se met pas en marche. Et en parallèle, nous avons décidé de mettre en place, avec une chaîne de tri extrêmement sophistiquée qui a continué à s'améliorer ensuite, nous avons pris en charge la partie organique de notre poubelle verte, de notre tout venant. Et aujourd'hui, c'est 99% de la matière organique issue de nos poubelles vertes qui rentrent en méthanisation, et elles rentrent en méthanisation en étant déjà compost normé, c'est-à-dire que ce que vous voyez entrer, j'invite toutes celles et tous ceux qui voudraient faire un saut dans une de nos unités, il y a une quinzaine d'unités de méthanisation sur déchets ménagers en France, celle dont je suis le président est la seule en Île-de-France, au cœur géographique de l'Île-de-France, c'est le CIVOM de la vallée de l'Yerre et des Sénards, dont l'usine est à Varennes-Jarcy en Essonne, et ce qui rentre en méthanisation, après tout le travail du tri de l'habitant bien sûr, mais également du tri de la chaîne de tri, qui est un professionnel plus que l'habitant pour effectuer le tri, eh bien c'est déjà du compost normé. Et ce compost normé, il rentre en méthanisation, il produit un digestat, il produit également un volume extrêmement important de biogaz. Et ensuite, ce que nous faisons nous, que d'autres ne font peut-être pas parce qu'ils n'ont pas les débouchés agricoles que nous avons, c'est la structuration du digestat avec les déchets verts que nous collectons également porte à porte, en plus de l'apport en déchetterie que nous broyons et qui permet donc dans un processus de maturation du compost de produire ce compost normé à la norme NFU 44051, ajouté d'ailleurs depuis de la marque Terrom, puisque nous avons créé une marque qui est Terrom, qui est 10% plus exigeante que la norme. Alors Météor est né de tout ça, c'est-à-dire que nous avons voulu
d'abord mettre en commun les 15, 16, 17 unités de traitement par méthanisation de nos déchets ménagers, que ce soit sur ordures ménagères résiduelles, ce que nous faisons à Varennes-Jarcy, ou que ce soit parti sur ce qu'on appelle aujourd'hui le biodéchet et pour le reste sur les OMR. Hein, nous avons tous une spécificité tirée de notre histoire, tirée de notre potentiel, y compris celui de la valorisation du digestat, de la méthanisation. Hein, et nous avons voulu d'abord faire connaître ce que nous faisons, le faire valoir au pouvoir public qui était extrêmement rétif par méconnaissance sur tout cela, et ensuite obtenir que nous ayons droit de citer. Et d'ailleurs, quand j'étais parlementaire dans un dialogue dont la ministre Ségolène Royal a encore récemment reconnu qu'il avait été très fécond, hein, je m'étais efforcé avec succès de faire valoir dans le débat sur la loi de transition écologique et énergétique qu'il ne fallait pas tuer pour des motifs plutôt arbitraire ce qui fonctionnait bien, et nous en étions un exemple, hein, mais qu'il fallait contrôler de manière très stricte, effectivement, tout ce qui se faisait en matière de méthanisation puis de production de compost, hein, parce qu'il s'agissait de permettre, quand on compostait le digestat, de rendre à la terre ce qu'on lui avait pris et de diminuer par la même occasion le besoin d'intrants chimiques pour le monde agricole. Hein, et lorsque l'ancien président de l'ADEME est venu visiter notre installation, nous avions invité les agriculteurs qui nous achètent le compost à venir témoigner de la qualité de ce compost, et le président Arnaud Leroy à l'époque avait noté à la fois sa surprise et sa satisfaction de constater que les agriculteurs étaient très très allants et très preneurs, hein, de cette matière. Donc l'objectif de Météor, c'est de faire valoir que le mode de traitement de nos déchets, que ce soit sur OMR ou que ce soit par tout autre mécanisme qui tient compte de l'histoire et de la volonté politique des acteurs de terrain, que la méthanisation, c'est une solution d'avenir parce que, ça valorise à la fois énergétiquement, puis ensuite par retour à la terre, quand c'est possible, la matière organique qu'on a prélevée à la terre. Moi, j'ai toujours dit, et je le réaffirme aujourd'hui, j'ai rien contre l'incinération. D'ailleurs, j'ai une convention de partenariat avec le syndicat voisin qui incinère. Nous, on valorise par méthanisation et compostage une partie de ce qu'ils collectent et on renvoie nos refus de compostage en incinération. Ainsi, on fait donner à nos déchets ménagers tout ce qu'ils ont à donner, dans le bon ordre. Hein, d'abord, on trie, on recycle avant de faire entrer dans les unités de traitement. Puis ensuite, on fait confiance à la technologie pour, avec les chaînes de tri, permettre d'amener de la matière la plus pure, et elle l'est possible, en méthanisation. On produit du gaz, puis ensuite on produit ou de l'électricité, ou on injecte, ou on produit du biogaz véhicule. Maintenant, toutes les options sont tout à fait possibles. Et puis ensuite, soit on fait du CSR si ça doit être du CSR, soit on fait du compost. Hein, et nous faisons la démonstration. Hein, nous venons de tenir nos états généraux de la méthanisation récemment. Nous faisons la démonstration que les initiatives et les réalités locales emportent toujours la décision, hein, puisque c'est elles qui permettent d'avancer. Formidable, dans le timing. Merci Guy, mais j'ai une deuxième question pour toi à te poser, où il va falloir que tu répondes un peu plus rapidement. Par contre, je vais la partir d'un cas concret qui me concerne, puisque en déployant la collecte des biodéchets, pour la collecte, on a signé un avenant avec notre entreprise de collecte, pas de problème. Pour le traitement, on a lancé un appel d'offres. Et l'entreprise qui a gagné l'appel d'offres, elle est remarquable, c'est Moulineau, qui nous traite nos biodéchets. Sauf que, on a voulu bien faire, bien sûr, mais effet collatéral de cet appel d'offres, c'est qu'on fait rouler des camions pour leur faire traverser l'Île-de-France pour porter nos biodéchets, d'abord à Stein chez Moulineau, puis depuis peu à Réau, où ils ont ouvert un centre pas très loin de ton territoire. Du coup, évidemment qu'on veut être vertueux sur le tri, sur la réduction des déchets en lançant la collecte des biodéchets, mais du coup, on détruit notre bilan carbone en faisant rouler des camions un peu partout en Île-de-France. Donc, on a lancé une étude sur l'installation d'un outil de méthanisation sur notre syndicat. La question, c'est qu'on n'a pas beaucoup de place.
que le mettre en dehors du syndicat, ça devient compliqué de trouver des endroits qui ne gênent personne. Et micro-méthanisation, petite méthanisation, le foncier nécessaire n'est pas le même. Donc ma question, dans quelles conditions, toi, avec ton retour d'expérience, une collectivité peut s'engager dans un projet de méthanisation ? Il faut tout d'abord qu'il y ait les volumes nécessaires et suffisants. Tu parlais de Réau. Réau, c'est une unité de méthanisation qu'on pourrait qualifier de plutôt sur produits agricoles que sur déchets ménagers. Il est clair qu'à l'échelle d'une méta agricole, pouvoir accueillir 12 à 15 000 tonnes par an, ça fait la maille, c'est largement suffisant. D'ailleurs, je n'en connais pas beaucoup qui font plus. Bon, l'échelle pertinente, la nôtre, c'est 180 à 200 000 habitants, une capacité de traitement comprise entre 60 et 100 000 tonnes de matière organique qui rentrerait en digestion. En dessous de 15 000, c'est extrêmement difficile à mettre en place, à la fois technologiquement, puis ensuite budgétairement. Je pense qu'il faut partir sur une échelle au minimum, quand il s'agit des biodéchets issus des déchets ménagers, donc de nos concitoyens, il faut plutôt partir sur une dimension entre 20 et 30 000 tonnes. Merci beaucoup. Il y aura peut-être des questions sur cet aspect méthanisation, mais on va continuer avec Morgane Goria. Donc Morgane, vous êtes directrice du recyclage organique chez Paprec. Et donc on avait une question pour vous. Entre le règlement européen et les textes du socle commun qui peinent finalement à être publiés, comment une collectivité, une fois qu'elle a collecté, peut-elle gérer l'utilisation des amendements organiques qu'elle produit ? Vaste question. Oui. Ouais. Et en peu de temps. Et en peu de temps. Je vais essayer d'être très courte, comme ça, effectivement, je pense que les échanges pourront aussi avoir lieu. Donc, petite précision quand même. Donc, effectivement, je dirige le recyclage organique chez Paprec, mais je travaille également beaucoup avec la FNAD. Donc, je représente aussi l'ensemble de mes confrères qui sont intéressés par ces questions du recyclage organique. Et l'autre chose que je voulais dire, parce que je vous écoute depuis tout à l'heure, et je trouve ça vraiment très intéressant, c'est que vous avez remarqué à quel point sont intriquées cette question de la collecte et du traitement. Et les deux s'enrichissent. Je réponds quand même spécifiquement à votre question, parce qu'elle est vraiment très intéressante, et elle a bloqué longtemps les collectivités sur qu'est-ce que je fais demain. Parce que ce socle commun qui peine à sortir, c'est ça en fait. On est en train de changer les règles, notamment sur les inertes, de ce qui va pouvoir retourner au sol. Et du coup, moi, collectivité, qu'est-ce que je mets en place ? Qu'est-ce que je fais ? Et comme en plus, on était un peu à la peine sur c'est quoi les obligations factuelles, les obligations concrètes de mon tri à la source. Donc, je ne sais pas très concrètement ce que je dois absolument mettre en place pour le tri à la source. Et je ne suis pas complètement sûre quand j'investis sur un système de valorisation qui va pouvoir respecter les règles à venir. Par rapport à ça, et c'est des discussions qu'on a pu avoir notamment avec Sylviane et avec d'autres de la profession au niveau du CSF et tout ça, ce qui est vraiment important, c'est aussi de regarder le sens de l'histoire. Quand on est un peu à la peine sur qu'est-ce que c'est la réglementation en France, on se dit bon, vers quoi est-ce qu'on va ? Et là, les réglementations successives françaises, que ce soit la loi de transition énergétique pour la croissance verte, la loi AGEC, un peu plus récemment, mais le Grenelle de l'environnement, d'ailleurs déjà avant la loi de transition énergétique pour la croissance verte, nous donne déjà un peu un sens de l'histoire. Quand on regarde en plus le règlement européen, donc notamment le règlement fertilisant européen, qui est déjà existant à date, on a quand même une belle vision de ce à quoi va ressembler ce qu'on peut remettre au sol. Et alors, je peux vous le dire tout de suite, ce n'est pas un grand scoop, mais pour tous ceux qui ont lu le règlement européen, on sait que, notamment les seuils en inerte, ceux du socle commun, vont sortir. Alors peut-être qu'on va encore traîner pendant 6 mois, mais ce qui est sûr, c'est que le sens de l'histoire, c'est celui-ci. Il faut parfois arrêter de se faire des nœuds au cerveau, de se dire « Ah mon Dieu, il n'est pas sorti, qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce que c'est dans 6 mois ? Est-ce que c'est dans 1 an ?» Moi, j'ai envie de dire, vous, collectivité, si vous avez déjà aujourd'hui envie d'avoir un produit que vous pouvez mettre sur le marché, il suffit de suivre le règlement européen. On ne peut pas vous interdire en France de commercialiser un produit qui suit le règlement européen. Donc finalement, la ligne de conduite, entre guillemets, on l'a déjà, donc ça ne doit pas être un blocage. Voilà. D'accord. Et comment on peut...
selon tout ce que vous voyez, vous, depuis où vous êtes, quel conseil vous pourriez donner aux collectivités qui cherchent justement à optimiser finalement le recyclage organique et à augmenter leurs performances, puisqu'on en est tous là? On en est tous là, exactement, à augmenter ses performances de recyclage, à augmenter, si on peut, ses performances économiques. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est... je sais pas si j'oscille entre soyez courageux et soyez visionnaire, soyez fiers de ce que vous faites. On a tous peur du changement, c'est normal. On est tous dans ces positions-là. Ce que je dis souvent aussi, c'est que moi je me mets à votre place en tant qu'élu et on le vit tous les jours. Quand on fait un changement, on a un problème, un fondamental qui est humain, qui est qu'il n'y a que les râleurs qui vont venir vous dire qu'ils ne sont pas contents de ce que vous avez fait. Voilà. Je vais vous citer un exemple parce qu'il est très personnel, mais quand la ville de Rouen s'est mis à mettre des bennes à ordures ménagères au gaz, je me suis dit waouh, c'est génial, ça fait quand même beaucoup moins de bruit le matin quand il passe. Et comme tous les gens qui se sont dit waouh, c'est génial, j'ai pas pris mon téléphone pour l'appeler et dire waouh, c'est génial, merci beaucoup. Je suis sûre par contre qu'il y a des tas de gens qui ont appelé pour râler sur autre chose. Donc ça, c'est un biais qu'il faut qu'on ait tous conscience. Donc vous, en tant qu'élu, le problème, c'est que ce biais-là, ça fait quand même que quand vous allez prendre une décision comme celle-ci, il y a les râleurs qui vont venir vous voir et vous allez vous les prendre. Donc il faut avoir un peu ce courage de faire le changement. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce changement-là, pourquoi vous le portez? Et ça, c'est un de mes premiers conseils, c'est de se rappeler pourquoi on fait ça. En fait. Et votre but à vous, c'est d'administrer votre collectivité avec évidemment des équilibres économiques qui sont les bons, mais c'est aussi de se dire c'est quoi l'avenir? De quoi est-ce que je serai fier dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que je mets en place pour mes enfants, mes petits-enfants? Qu'est-ce qui fait que ma commune, elle va être pionnière et elle va être vue comme quelqu'un qui fait des choses bien? Et sur le déchet, le biodéchet, il a ceci de magique quand même. Hein. C'est l'un des seuls déchets. Vous avez dit tout à l'heure 35%. Je peux vous rassurer, monsieur, c'est exactement la moyenne nationale. Donc vous n'êtes ni meilleur ni plus mauvais que les autres. 35% de nos poubelles, c'est une matière parfaitement recyclable. On sait tous qu'elle est recyclable en plus. Hein. C'est ça qui est assez incroyable avec ce déchet-là. Tout le monde sait qu'il est recyclable et ça fait des années, depuis qu'on est tout petit, là, qu'on ne se pose pas la question. On le prend, on le met à la poubelle, on le jette avec les ultimes et on ne se dit pas « Oh mon Dieu, je fais quand même un geste incroyable ». Quand on met une bouteille, vous avez tous fait cette expérience, je pense, hein, vous vous baladez dans les rues de Paris, je ne critique pas Paris évidemment, mais vous avez une bouteille d'eau et là vous vous dites « Flûte, j'ai pas de poubelle de rue, qu'est-ce que je fais? Je la ramène avec moi pour la mettre dans un bac jaune ou pas ?» Bon, bref. Et ça nous choque. Maintenant, on a tellement cette habitude de recycler les emballages que ça nous choque. Vous vous baladez avec votre pot de banane, et ben vous vous posez pas cette question-là. C'est qu'un truc de fou quand même. Alors que voilà, c'est quand même l'un des sujets où on sait qu'on sait le faire. On sait qu'on sait le faire chez nous, on sait qu'on sait le faire chez les autres. Dernière chose que j'ai à vous dire dans les conseils, c'est que mine de rien, il faut. Mon premier conseil, c'est jusqu'où reposez-vous ces questions-là. On a des habitudes qui sont ancrées et finalement le biodéchet, c'est un vecteur incroyable de se reposer la question de notre rapport à la poubelle. Je vais vous donner un autre exemple qui est assez incroyable. Alors on apprend aussi tout ça de l'emballage, hein, parce que vous avez compris que, d'ailleurs rien que dans le titre, hein, je vous dis que je faisais du recyclage organique. Moi, je ne fais pas de la valorisation organique, je fais du recyclage. Parce que vous vous souvenez que le biodéchet, si je le recycle en amendement, en engrais, je rentre bien dans les taux de recyclage. Ça, c'est très important pour vous aussi en tant que collectivité. Donc, on a beaucoup appris du bac jaune. Et qu'est-ce qu'on a appris notamment du bac jaune? Eh bien, on a appris que si on demande aux gens de l'amener en point d'apport volontaire, c'est moins efficace que si on vient collecter chez eux. On a appris qu'on avait besoin de communiquer. On a appris qu'on avait besoin d'une communication nationale, homogène sur le territoire. Et toutes ces erreurs, entre guillemets là, tout ce qu'on a appris sur le bac jaune, eh bien, il faut qu'on le fasse sur le biodéchet. Et ce biodéchet, de nouveau, pourquoi c'est un vecteur de changement pour vous? Parce que cette nouvelle mise en place, vous allez forcément communiquer dessus. On vous a dit depuis le début que c'était important de communiquer. Et de toute façon, on ne met pas en place un changement pareil sans communiquer. Eh bien, ça sera un vecteur de communication sur vos biodéchets, mais aussi sur le reste. Et de vous reposer les questions sur des fréquences de collecte. On n'en a pas encore parlé, mais alors, je suis censé parler traitement, je vous parle collecte. Mais sur la fréquence de collecte, comment est-ce qu'on repense notre rapport à ça? Ou à quel endroit on collecte? Le point d'apport volontaire ou porte-à-porte, et quelle est ma fréquence? Je vais vous dire un truc, et quand vous allez sortir de cette salle, vous allez vous dire « Ah mon Dieu, c'est vrai, je m'étais peut-être jamais posé la question. » Est-ce que vous vous êtes rendu compte quand même qu'à vos concitoyens, vous leur demandez de faire un effort supplémentaire pour le déchet que vous avez, entre guillemets, envie qu'ils produisent, ou en tout cas que ça ne vous dérange pas qu'ils produisent, et que par contre, vous leur facilitez la vie, mais de façon incroyable, sur le truc que vous ne voulez pas qu'ils produisent, l'ordure ménagère. 2, 1, bravo. Non mais quel talent, ouais, c'est exceptionnel.
Alors, il se trouve qu'on n'a pas échangé avec Morgane, mais Morgane a trouvé le moyen, dans son intervention, de parler de la bouteille plastique, du hors-foyer. Et du coup, comme je dois donner la parole à Amorce, c'est l'autre complice du combat qu'on a mené contre la fausse consigne. Et je suis très heureux d'accueillir Stéphane Duru. Bonjour Stéphane. Donc Amorce effectue des enquêtes auprès de ses adhérents très très régulièrement. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les collectivités s'approprient les biodéchets ? Merci Jean-François de nous avoir invités. Merci à l'AMF. Donc Amorce, effectivement, juste un mot pour nous présenter. Donc on est une vieille association, pas aussi vieille que l'AMF bien sûr, mais on est né en 1987 à l'initiative d'ailleurs d'élus locaux de la région lyonnaise. Sur la compétence déchets, c'est notre compétence d'origine. À un moment donné, des élus se sont posés la question d'avoir effectivement un conseil, une expertise issue des collectivités locales et non pas de l'État à l'époque, de façon à avoir une indépendance de vue par rapport à l'autorité organisatrice qui après effectivement a d'autres leviers pour nous contraindre ou nous poser des problématiques. Donc cette compétence, on l'a effectivement au travers de nos membres. Aujourd'hui, 1100 adhérents à Amorce, il y en a beaucoup dans la salle. Environ 700 collectivités. Il y a beaucoup aussi de représentants élus de notre association et on vous en remercie. On fait effectivement beaucoup d'enquêtes. Alors ce n'est pas seulement notre unique travail, bien entendu, mais en tout cas, on cherche effectivement à mobiliser les expériences partagées entre les communautés pour justement faire émerger les solutions qu'ont trouvées les territoires sur la gestion des déchets, l'eau, l'énergie, qui sont devenues aussi des compétences à part entière dans notre association. Ce travail-là, il est mené avec vous et on vous tient à vous remercier puisqu'aujourd'hui, si on a effectivement un savoir-faire, une expérience à vous partager, des manifestations auxquelles on vous invite aussi à faire part effectivement de votre expérience, où on invite les représentants institutionnels également, c'est grâce à vous et on va continuer. Donc c'est aussi un moment de vous remercier, mais aussi de vous inviter à continuer à renseigner les enquêtes que nous vous envoyons régulièrement justement pour faire le point sur les sujets. Sur la question des biodéchets, il faut peut-être repartir, effectivement, on l'a dit, le volet collecte et traitement sont très liés. Quand vous réfléchissez effectivement sur les solutions de collecte que vous allez mettre en place, il y a forcément l'objet traitement qui est sous-jacent. Il faut peut-être replacer le contexte et là je vais peut-être dédier un petit peu Odile sur la question effectivement du tri au 1er janvier 2024 pour tous, partout et tout le temps, comme c'est notre discours sur les emballages. Là, pour le coup, on n'est pas encore effectivement au rendez-vous. Aujourd'hui, on a environ, on l'a dit, 80 kilos habitants de ordures ménagères fermentées cibles qui sont dans le bac gris encore. Ça représente environ 6 millions de tonnes. On déduit qu'il y a une partie effectivement qui n'est pas dans le bac gris, qui est compostée. Alors il y a des études aujourd'hui qui nous disent qu'il y a environ 33% des Français qui compostent. Les chiffres sont peut-être un petit peu moins intéressants que ça. On est plutôt sur 20 millions d'après les chiffres de l'ADEME. Donc ce sont des déchets normalement que l'on ne voit pas arriver. Par contre, il reste encore dans ces 6 millions de tonnes pratiquement 2 millions de déchets fermentés cibles qui sont aujourd'hui collectés et envoyés dans des installations de valorisation énergétique ou en stockage. Donc il y a encore un gros travail à faire. Et aujourd'hui, le mode effectivement de collecte qui est mis en place, il est relativement minime. On le voit effectivement émerger. Donc, c'est-à-dire que les points d'apport volontaires, les collectes en porte-à-porte se développent, mais restent encore effectivement, par rapport à l'ensemble des autres collectes qui sont proposées, relativement mineurs. On parle d'environ 150 000 à 200 000 tonnes aujourd'hui qui sortent effectivement des logements et qui sont pris en charge par le service public. Ça se développe. Bien entendu, on est sur une dynamique avec l'État effectivement qui a mis en place des fonds financiers pour aider des collectivités au travers du fonds économie circulaire l'année dernière, le fonds vert qui est pérennisé avec encore une enveloppe cette année. On voit effectivement se développer. Et on va dire l'appropriation des collectivités, elle va être aussi, comme on l'a vu, à géométrie variable. En fait,
On a vu qu'il y avait eu effectivement les textes de loi à partir du Grenelle de l'environnement qui ont commencé effectivement à inciter sur cette question, mais on a des collectivités qui se sont investies bien avant. Je citerai par exemple la commune de l'agglomération de Lorient. Ça fait 20 ans qu'ils traitent effectivement la question des biodéchets. Et vous, d'une manière générale, alors les biodéchets dans la poubelle grise, par contre, vous, d'une manière générale, vous le faites aussi depuis très longtemps. On a cité les déchets verts. Vous avez effectivement sur vos territoires des solutions avec des filières qui se sont structurées pour gérer les déchets verts qui arrivent en déchetterie, que ce soit sur les plateformes de compostage et une partie également en méthanisation pour certains d'entre eux. Merci Stéphane. Je sais, Guy, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais rajouter quelque chose après ce qui vient d'être dit, puisqu'on parle de conseil, sur l'importance de saisir l'occasion, si on a la chance de pouvoir la saisir, de faire en même temps collecte et traitement. Faut pas oublier que la loi donne la compétence déchets ménagers, collecte et traitement aux intercos. Donc on ne parle plus des communes. Et d'ailleurs, dans les syndicats, ce sont les intercos qui désignent leurs représentants et non plus les communes, comme il n'y a pas si longtemps que cela. Et nous, on a la chance à Varennes-Jarcy, historiquement, d'avoir, dans ce qui n'était pas du tout un périmètre intercommunal à l'époque, il y a 63 ans, d'avoir pris la décision de faire à la fois collecte et traitement. Ce qui nous permet d'ajuster la collecte au constat que l'on fait au niveau du traitement et inversement, de pouvoir choisir notre mode de traitement en fonction de notre capacité à ajuster la stratégie de collecte. Et ça nous permet, nous, de ne perdre aucun gramme, j'exagère peut-être un peu, mais très peu de grammes, et je ne parle pas de kilos, de matière organique, quelle qu'elle soit, que ce soit les biodéchets ou d'autres éléments de matière organique. Je pense en particulier aux couches, qui constituent une capacité méthanogène extrêmement forte, et que nous pouvons collecter parce que notre stratégie, c'est du conseil à l'habitant sur le bon geste de tri jusqu'à la mise à disposition de tous les outils pour les apports volontaires, et ensuite la collecte qui est étroitement liée au traitement et je dirais même réciproquement. Bon, donc c'est pas possible pour tout le monde bien sûr, mais à chaque fois qu'une intercommunalité pourra trouver le moyen de peser en même temps, d'agir en même temps sur la collecte et sur le traitement, il ne faut pas qu'elle s'en prive. Et en disant cela, je sais très bien que ce n'est pas facile. Moi, je suis dans une grosse intercommunalité, 350 000 habitants en région Île-de-France. L'interco a, pour le traitement des déchets de ces 350 000 habitants, 3 syndicats de traitement. 2 qui font de l'incinération et 1 qui fait de la méta, le mien. Bon. Et on voit bien les difficultés qu'il y a à l'interco sur les communes où elle fait la collecte, puisque tous les syndicats de collecte qui étaient intégrables dans l'interco géographiquement ont été intégrés. C'est l'interco qui, en régie, fait la collecte. Et on voit bien les difficultés qu'elle a à adapter la collecte dans un principe d'égalité entre les habitants de toutes les communes concernées et les modes de traitement, et non pas le mode de traitement qui serait propre à la collectivité. Donc c'est très compliqué, mais à chaque fois qu'on pourra rapprocher la décision collecte et traitement, il ne faut pas s'en priver parce que c'est une des raisons qui permettent d'arriver à gérer et à faire rendre son utilité aux déchets le plus près des 100%. Nous y parvenons parce que nous faisons à la fois collecte et traitement. Merci Guy. Alors, la salle a-t-elle des questions? Oui, Stéphane, rapidement. Une question sur les incitations. Comment effectivement mobiliser davantage les collectivités au moment où effectivement on va être concerné par ce 1er janvier 2024. Je voulais tout d'abord rappeler effectivement les enjeux qui sont en lien avec ces biodéchets, cette collecte et ce traitement. On a cité effectivement la problématique du réchauffement climatique. On est sur une matière organique qui aide les sols à mieux supporter les effets de sécheresse. Ça, ce sont des éléments effectivement à rappeler effectivement à la population et que les élus doivent en être convaincus. De la même manière, on a parlé de modalités de transport doux avec un bilan carbone neutre. Le biométhane est effectivement un carburant qui permet
de mettre en place des flottes neutres en carbone au moment où effectivement on a des problématiques de mobilité. Et puis enfin, il y a les enjeux ENR sur les territoires. Vous avez une obligation de travailler, je crois, d'ici la fin d'année pour trouver des solutions sur la manière de développer les ENR sur votre territoire, en lien avec un projet de l'État en l'occurrence. C'est une solution aussi à développer en la matière. Enfin, pour se convaincre, encore une fois, si on ne passe pas par ces enjeux environnementaux, il y a les enjeux financiers. Aujourd'hui, on a parlé de la réglementation qui oblige d'une certaine façon à mettre en place des objectifs de moyens de collecte. On a aussi des choses qui vont nous rattraper. On a la fermeture aux déchets valorisables des installations de stockage. Et ça, c'est au 1er janvier 2025, avec, on l'a dit, des caractérisations. Vous allez avoir aussi des objectifs de valorisation de vos déchets à mettre en œuvre pour atteindre les fameux 65%, qui sont des cibles aussi et qui rentrent dans le cadre de la consigne, puisqu'on est aussi sur ces mêmes valeurs. Donc on a toute une série, effectivement, d'objectifs réglementaires, et puis le renchérissement du coût de la gestion des déchets ultimes. On vous a depuis plusieurs années mentionné une augmentation d'une certaine taxe qui s'appelle la TGAP, qui en 2025 va vous coûter 65 € la tonne si vous êtes en stockage et 25 € par tonne si vous êtes en incinération. 0 en méta, tout à fait. 0 en compostage. Voilà, 0 en compostage, ça pèse dans les budgets. Odile l'a rappelé, lorsqu'on fait effectivement une comparaison entre les coûts des différents modes de traitement, collecte, traitement du biodéchet, on est en moyenne aux alentours de 18-20 € à peu près par habitant et par an. Le coût d'un traitement effectivement d'un déchet ultime, on est plutôt sur 80-90 €, voire plus. Et ça ne va pas s'arranger effectivement avec les augmentations et ce qui arrive demain, à savoir peut-être l'éligibilité des UVE à la taxe carbone qui risque d'arriver. Voilà. Pour vous dire aussi ce que défend Amorce, c'est que l'une des contraintes effectivement que vous avez dans vos territoires, si aujourd'hui on n'a qu'un tiers des collectivités qui sont véritablement engagées dans cette démarche, c'est l'aspect financier, bien entendu. Vous avez tous subi des augmentations très fortes des coûts du service public de gestion des déchets, entre autres choses. On l'estime à 10% rien que pour l'année dernière. On est peut-être sur 30% sur les 2 ou 3 dernières années. Je ne viens pas sur les facteurs de crise qui se succèdent. Ça ne va pas non plus s'arranger. Le moyen, effectivement, de travailler sur l'incitation de mettre en œuvre, c'est d'obtenir de l'argent, notamment de l'argent public, qui nous est d'une manière un petit peu récupérée par la TGAP. Aujourd'hui, la TGAP, elle ramasse 800 millions d'euros par an, et ça va encore augmenter. Sur ces 800 millions d'euros, on peut imaginer, on estime qu'il y en a environ 200 à 300 millions d'euros qui sont versés à l'ADEME pour justement aider les collectivités à monter des projets. Ce que Amorce réclame, déjà fait le constat que le coût effectivement de la collecte des biodéchets, du tri des biodéchets, c'est 50 € par habitant et par an pour les 10 prochaines années. Donc on est sur une estimation aux alentours de 4,5 milliards d'euros pour la population qui reste encore à équiper. On veut effectivement un abondement du fonds vert aujourd'hui qui est prévu à 100 millions d'euros au BP 2024. Au budget de l'État pour monter à 450 millions d'euros, et ce pour les 5 prochaines années, pour effectivement satisfaire le besoin pour couvrir 50% des surcoûts que vous allez supporter. Merci Stéphane. Alors, demande d'intervention. Est-ce que ça marche? Non, ça marche. Ah si, c'est bon, ça marche. Bonjour, Cécile Bussière, donc du réseau Compost Citoyen. Vous nous connaissez peut-être, vous faites peut-être partie de notre réseau, puisque nous, on a 900 adhérents, des réseaux régionaux partout en France. Et dans nos adhérents, nous avons déjà un certain nombre de collectivités, mais aussi de professionnels qui accompagnent ces collectivités sur leur territoire dans la prévention et la gestion de proximité des biodéchets. Donc le réseau Compost Citoyen, effectivement, ne fait pas de collecte. Nous, on est vraiment dans la partie prévention. Et je remercie Cécile d'avoir parlé tout à l'heure de la prévention, justement, de la réduction du gaspillage, parce que je pense qu'on a quand même un mot qu'il faut dire ici, c'est le mot de sobriété. C'est-à-dire que le meilleur déchet, on sait très bien, c'est un déchet qui n'est pas produit, y compris pour les déchets organiques. Et on a beaucoup d'adhérents qui vont travailler dans un premier temps
à la réduction du gaspillage alimentaire. C'est-à-dire que moins vous aurez de déchets alimentaires à collecter, moins vous aurez de collecte, moins vous aurez de coûts, moins vous aurez de gestion derrière. Et ça, c'est valable pour les petits producteurs comme pour les très gros producteurs. Je prends un exemple, par exemple, de lycée que nous, on accompagne en Occitanie, qui composte 10 tonnes par an sur site. Ils compostent tout intégralement sur site. Donc oui, c'est possible. On peut composter des grosses quantités et on peut le faire en gestion de proximité. On a parlé d'impact carbone. Je pense que c'est très important de parler de l'impact carbone de nos déchets. On sait que nos déchets ont un impact carbone important. On parlait de camions aussi. La gestion de proximité, c'est vraiment être sur site, limiter le plus possible les déplacements et derrière la valorisation au sol. C'est-à-dire que le retour au sol, on sait qu'on a des enjeux alimentaires, des enjeux de fertilisation de nos sols, des enjeux d'impact en termes environnementaux. Et dans vos collectivités, vous pouvez vraiment mettre en place la gestion de proximité de manière assez rapide. Vous n'avez pas besoin d'investir dans des gros trucs très techniques et technosolutionnistes. La gestion de proximité, c'est d'abord de l'humain. Et on n'a pas parlé formation ni emploi local, mais nous, on charte 60 organismes de formation. Donc si vous avez des agents qui ont envie d'être formés, guides composteurs, maîtres composteurs, savoir que c'est des formations certifiantes. Aujourd'hui, je suis sûre que partout dans vos collectivités, vous recrutez des maîtres composteurs, des chargés de biodéchets. Et voilà, nous, on accompagne vraiment sur ça. C'est des emplois qui ne sont pas délocalisables. Et derrière, on va aller venir sensibiliser. On parlait de gestes de tri, des référents de sites bénévoles qui doivent être formés. Donc derrière, c'est de l'humain, c'est de l'investissement humain. Mais ça nous assure aussi du lien social, des choses que voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas faire en méthanisation, c'est le lien social. Merci. Vous avez tous repéré, madame, si vous voulez faire du compost citoyen, c'est ici. Juste derrière vous, il y avait alors des prises de parole un peu plus courtes, si vous voulez, parce que je vois pas mal de mains se lever. Oui, Florence Presson, adjointe au maire à Sceaux. C'est un retour d'expérience. Moi, je suis allée voir des agriculteurs qui ont des unités de biométhanisation qui ont été largement financées par l'ARDEM, par l'État et compagnie. Et je me suis dit, dans le 91, je me dis, on est juste à côté, donc est-ce que vous ne voulez pas nos biodéchets que vous avez mélangés avec les vôtres? Ça va faire l'unité de biométhanisation encore plus importante, etc. Et là, on me répond, non, vos biodéchets, ils sont trop sales. Alors moi, je suis désolée, mais comment on peut continuer à subventionner et rester chacun dans son silo? Alors moi, je suis élue, je reste dans mon petit bazar. L'autre, il est agriculteur, ils ont son petit bazar. Enfin, à un moment donné, il faut quand même mutualiser tout cela. Surtout pour avoir un bon digestat après. Juste effectivement, parce que nous aussi, on est en train de travailler. On a fait une étude en fait autour de la méthanisation, et cette méthanisation, je vous l'ai dit, moi je suis d'un territoire avec 120 entreprises, et en fait elle est venue au départ en fait de l'EIT qu'on a mis en place sur le territoire. Donc c'est pas nos agriculteurs en fait qui nous ont proposé, c'est bien les entreprises. Et puis on s'est dit forcément, on s'interroge toujours en fait pour toujours faire mieux en termes. Donc très rapidement, quand on a pris contact avec la Chambre d'agriculture, on a vite compris. Vous n'arriverez pas à le faire parce qu'il faut un hygiénisateur, un machin, un truc, un bidule. Là, c'est bon. On est en train on a lancé un appel à candidature. On est en train de faire les auditions. On a même un certain nombre d'agriculteurs qui sont venus nous voir, pas dans les réunions publiques, en dehors, en nous disant, nous, ça nous intéresse. Et il y a des changements qui sont en train de s'opérer aussi sur les territoires. Donc n'hésitez pas, on peut en discuter après. Mais malheureusement, aujourd'hui, effectivement, on est encore un petit peu trop dans le silo. Peut-être pour expliquer, pour abonder dans ce qui vient d'être dit, en fait, un agriculteur, son métier n'est pas la gestion de déchets. Donc forcément, il a une frilosité. C'est pas que de dire que vos déchets sont plus pourris que les siens, c'est aussi que la traçabilité dont vous avez besoin, la charte pour vérifier les refus, tout ça. Enfin bref, c'est pas un gestionnaire de déchets. Donc il y a peut-être aussi, il y a tout sûr, parce qu'on le fait, un maillon à faire entre les deux, c'est-à-dire que, et on le fait de plus en plus, on peut très bien collecter vos biodéchets, déconditionner ou affiner, je vais dire plutôt, parce qu'on appelle toujours ça un déconditionneur, mais en réalité, c'est les erreurs de tri qu'on écarte dans ces cas-là, l'opercule de pot de yaourt de monsieur, mais aussi la noix de coco qui passe pas bien en méthanisation. Bref, on écarte tout ça et on produit une soupe qui, elle, peut aller chez l'agriculteur. Et chacun reste un peu dans son métier. Nous, on assure la traçabilité, la gestion des refus, la qualité. L'agriculteur
peut du coup lui prendre cet intrant comme n'importe quel autre intrant et en général au contraire il est ravi. Mais voilà, faut pas forcément lui demander de faire cette brique là de déconditionnement et hygiénisation. Une étape entre les deux. Madame. Oui, bonjour. Merci pour tous ces témoignages. Mais moi je suis élue en Outre-mer à Cayenne en Guyane et l'obligation de collecter et de valoriser les biodéchets au 1er janvier 2024 me paraît plus que compliqué. Pardon ? L'obligation, elle est que vos habitants ne puissent ne pas mettre dans les déchets ultimes. C'est ça l'obligation. L'obligation, elle dit chaque habitant doit avoir une solution pour ne pas jeter son biodéchet dans les ultimes. Mais la solution que vous apportez à votre habitant n'est pas forcément une collecte en porte-à-porte ou en apport volontaire, ou enfin, ça peut être de la gestion de proximité, et on l'a très bien dit aussi tout à l'heure. En général, si on veut que ça marche, c'est un mix d'un peu tout ça, mais ça peut être séquentiellement des choses qui sont mises en place et en permettant déjà une gestion de proximité, et puis après, pour améliorer la performance dans un système d'amélioration continue, de mettre en place, en fonction des besoins, des collectes. Mais vous n'avez pas forcément besoin de collecte. Le tri sera obligatoire. Le tri, en fait, il faut que votre habitant puisse ne pas jeter avec ses ultimes. C'est une matière recyclable, il faut qu'il puisse avoir une solution. C'est ça la loi. Oui, mais la solution, ce sera difficile à mettre en place. C'est encore expérimental chez nous. On distribue, enfin la ville et la communauté d'agglomération du centre littoral distribuent gratuitement des composteurs, mais ça reste encore embryonnaire. Nous, ce qui fonctionne bien, c'est le tri des déchets verts. On a une plateforme de compostage, ça fonctionne assez bien. Mais pour les biodéchets, c'est... Alors c'est parfait, vous me permettez de rebondir sur un truc. Souvent on se dit, qu'est-ce que je fais de mes déchets alimentaires ? Eh ben, l'une des solutions les plus simples pour vous à mettre en place, c'est de les mettre avec vos déchets verts. Vous avez déjà une plateforme de compostage. Il suffit. Non, c'est pas prévu, ça. C'est pas prévu, mais c'est tout à fait possible. Il suffit de passer un agrément sanitaire. C'est pas quelque chose qui est extrêmement compliqué. D'un point de vue procédé, c'est quasiment la même chose qu'avec vos déchets verts. Et du jour au lendemain, vous avez une solution. Et en termes de proportion, vous avez plus de déchets verts sur un territoire que de déchets alimentaires. Donc c'est en plus de la gestion de proximité, parce que on est convaincus que tout ça, ça s'équilibre et ça se complète. Mais votre solution, elle est généralement pas si compliquée. Vous n'êtes pas obligé de monter une unité de méthanisation. Oui, mais il faudra quand même trier tout ce qui est carné. Non, vos déchets alimentaires peuvent rentrer en compostage très facilement avec ce que vous faites vous, ce qui est fait dans plein d'endroits. Nous, on le fait aussi à SPAC. En fait, on composte vos déchets alimentaires avec vos déchets verts. Ou vous pouvez en régie composter vos déchets alimentaires avec vos déchets verts. D'accord. J'aurais aimé avoir plus d'infos en fait sur démêler le vrai du faux dans les obligations légales. En fait, vous pouvez faire une extension de consigne de tri des déchets verts. Il y a des débats sur le sujet. Attendez, carné, pas carné. J'ai une question. Bien. Oh là, ça y est, je me suis dit, je trouvais que ça manquait un peu de truc. S'il vous plaît. Alors, j'ai une petite anecdote. Là, j'ai un administré qui voulait récupérer des restes alimentaires d'une cantine. Et en fait, il y a eu un refus par rapport au risque sanitaire. Parce qu'il voulait les récupérer. Parce qu'en fait, on ne peut pas tout faire avec les déchets alimentaires. Pour les poules. Oui. C'était pour ces poules. Ça, c'est compliqué. On ne peut pas donner à manger aux poules. C'est pour ça que tout à l'heure, la distribution des poules, vous ne le faites plus, normalement. Non, ou en tout cas, je vous conseille de ne plus le faire. Voilà. En fait, c'est un élevage. Vous n'avez pas le droit de donner à manger aux poules des sous-produits animaux. Donc, voilà. C'est pour ça qu'il ne peut pas récupérer les déchets de cantine. Parce que c'est classé en sous-produits animaux et la réglementation sanitaire. Peu importe. Oui, mais même, en fait, peu importe. On ne peut pas donner à manger aux poules. Comme on ne peut plus donner à manger aux cochons, c'est la crise de la vache folle qui nous a appris ça. On ne donne pas à manger à un animal des sous-produits animaux. Donc effectivement, les biodéchets ne peuvent pas être envoyés en alimentation animale, qu'elle soit faite par un particulier ou par un élevage. Vos déchets de cantine sont forcément... Et puis même si vous les triez, ils sont sous-produits animaux. On va peut-être avancer un peu, si vous voulez bien, parce que je vois plusieurs mains qui se lèvent. Alors, Didier... Oui, je voulais faire une toute petite remarque. Une toute petite remarque sur ce que je viens d'entendre. Moi, j'aime pas beaucoup entendre déchets ultimes. Parce que si on appelle déchets ultimes la poubelle des OMR, je suis pas d'accord. Parce que nos poubelles chez nous d'ordures ménagères résiduelles, c'est pas du tout un déchet ultime. Parce que de notre poubelle d'OMR, on sort 100% de matière organique, on méthanise, on composte, et ensuite...
hein, ce qui n'est pas méthanisable parce que pas organique va en incinération. Et ce qui est ultime, c'est ce qui, en l'état actuel des technologies, ne peut être ni méthanisé, ni composté, ni incinéré. Donc je pense que le terme d'ultime est péjoratif à l'égard du travail qui est fait par toutes les unités de traitement que nous gérons. Et je voulais faire une remarque complémentaire. Quand on a une matière organique et qu'on a une destination compost, ça vaut quand même le coup de s'interroger sur la phase intermédiaire qui est celle de la production de biogaz. Une matière organique qu'on composte directement, on oublie de tirer tout le biométhane qui est issu de la méthanisation de tout ce qui est fermentescible. Voilà, plaidoyer pour les déchets ultimes. À vous, monsieur. Bonjour. Jean-Jacques Fascal. 2 remarques. La première avec ma casquette de maître composteur et d'auteur du livre Composter en ville. Il faut vraiment marteler les choses. Tout ce qui est issu du vivant peut se composter. Donc la viande, bien évidemment, y compris en compostage de proximité, il faut simplement se former et on ne distribue pas un composteur à des habitants tel quel. On le distribue avec une mini-formation pour expliquer les fondamentaux. C'est une des clés de réussite. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, le flux, il faut le trier à la base. J'entends monsieur parler de matière organique issue des poubelles. Vous savez tous que de toute façon, le tri mécano-biologique, c'est terminé. C'est terminé dans quelques temps. Donc, on fait d'abord un tri de qualité à la maison pour pouvoir transformer cette matière organique. Maintenant, je prends ma casquette de coordinateur du réseau Compost In Situ. Dans le panorama que vous avez fait, entre le compostage de proximité et des solutions peut-être plus industrielles, vous avez aussi donc ce compostage de territoire qui est une collecte de biodéchets triés à la source, en circuit court, compostés localement, y compris parfois en collaboration avec des agriculteurs. Donc nous, on a développé historiquement le compostage en bout de champ, qui peut être une solution relativement intéressante, notamment en territoire rural. Donc on aide effectivement les agriculteurs. Voilà, c'est effectivement pas leur métier, mais ils ont un intérêt en plus pour récupérer ce compost produit en aval, sans aucun transport. Donc c'est une solution complémentaire dans le panorama que vous avez présenté. Merci. C'est ce que j'ai choisi dans Lyon, moi, compostage en bout de champ. Alors, une question ici. Oui, bonjour à tous, on va au grade de qualité. Armand Mouniata, je suis l'île de la Réunion, donc j'ai bien écouté depuis tout à l'heure, je suis là sur la problématique, on est dedans, donc nous à l'île de la Réunion, je suis élu maire adjoint et je fais partie d'une interco qui a mis en œuvre un outil multifilière, ce qu'on appelle un outil multifilière, donc le traitement des déchets, tout type de déchets, dont le biodéchet, donc le stockage et compagnie, on y est. Donc on est parti dans cette démarche-là, on y est. Sauf qu'il y a des grosses problématiques que j'écoute là aujourd'hui. On est à l'île de la Réunion, on est sous les tropiques et justement pour faire du compostage, c'est compliqué dans les carnets et compagnie, ça attire des bestioles, ça attire tout ce qui est entrant, donc c'est juste compliqué. Et je vous parle pas de l'odeur, et on a essayé, on a fait des essais et on n'arrête pas d'en faire. Effectivement, il faut faire des efforts pour justement impliquer la population pour composter, parce qu'il faut aller dans cette démarche-là, mais il faut trouver les bonnes solutions. Sauf que nous, à l'île de la Réunion, on a un gros problème. On a un problème, c'est des millefeuilles, on a un problème, les techniques, l'ADEME et compagnie nous interdit de faire des choses parce qu'on n'a pas la COFRAC et l'ANSES. Donc à chaque fois, il faut aller contrôler avec les laboratoires les systèmes, et nous, on nous interdit en disant vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ça, et vous n'avez pas le droit de faire ça. J'ai entendu qu'il faut mettre tout ce qui est compostage avec les planteurs. Aujourd'hui, on nous bloque, on nous dit attendez, c'est pas possible parce qu'il faut envoyer en métropole pour pouvoir analyser vos compostages, et quand ça arrive en métropole, il faut 15 jours pour revenir à l'île de la Réunion. On est à 13 000 km de l'autre côté, donc on est figé, on est à l'île de la Réunion sur un État français et on est à part de tout ça. Donc vous avez la chance, vous êtes en France métropolitaine, donc dans l'Hexagone, et nous à l'île de la Réunion, enfin les Outre-mer ont des problématiques plus hard que ça. Effectivement, j'ai entendu, moi je suis agriculteur à des moments perdus, j'utilise mes biodéchets pour soigner mes poules, mes cochons et compagnie, et ça marche super bien malgré qu'il y a des interdictions. Je regarde madame, il y a des interdictions, mais on le fait quand même parce que c'est extraordinaire, on le faisait dans le temps et ça marchait formidablement bien. Maintenant, moi je vous dis sincèrement, il y a beaucoup de choses qu'on doit parler, il y a beaucoup de choses qu'on doit faire, mais
les règles sont tellement denses qu'à un moment donné, on n'arrive plus à comprendre les choses. Et ça nous met des difficultés à chaque étape dans cette méthodologie de biodéchets. Merci à vous. Le cri du cœur des Outre-mer. Je ne sais pas s'il y a des représentants du ministère, mais il y a peut-être un truc à tricoter, manifestement, sur les Outre-mer. Il est 13h. On va peut-être s'arrêter là. Merci à chacune et chacun d'entre vous d'être venus et merci à notre intervenant de nous avoir accompagnés. Et merci à Sylviane Oberlé pour l'organisation et pour son expertise sur les déchets à l'AMF. Voilà.